dans toute une histoire, l'histoire de Sarah, enlevée par son père à l'âge de 7 ans. Elle n'a pas vu sa mère pendant près d'1 an. Au bout de 10 mois, on arrête de se poser des questions, on se dit peut-être que les autres ont raison. Ma mère m'a abandonnée, elle est partie. Vivre sans ses enfants, sans savoir où elles sont, ce qu'elles deviennent, c'est pas une vie. Et aussi l'histoire de Stéphane. Son ex-femme est partie vivre à 12 000 km en emmenant son fils qu'il n'a pas revu depuis 2 ans. C'est tout petit, c'est dérisoire, mais ça m'a fait trop plaisir quand je l'ai reçu. J'ai très mal parce que ces années-là, on me les prend et je les retrouverai pas, quoi. Valérie aussi nous racontera son histoire. Elle a accouché de son 3e enfant sur un stade de foot. J'ai eu un petit peu de la panique, parce qu'il est arrivé quand même avec le cordon autour du cou. T'es tout bleu. C'est normal pour un môme qui aime le foot d'être tout bleu. Bonjour, ça va? Ça va. Vous appelez comment? Émilie. Vous avez quel âge, Émilie? J'ai 18 ans. Vous venez d'où? D'Antony. D'Antony, dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine. Ah, j'ai passé une partie de mon enfance là-bas. D'accord. Près de Bourg-la-Reine. Ah d'accord, c'est à côté. C'est juste à côté, effectivement. Vous avez déjà une belle histoire à 18 ans, vous, à nous raconter? Une belle histoire, je sais pas, je prépare un choix en médecine et puis c'est ma belle histoire à moi en fait. Toutes mes félicitations, bravo, vos parents doivent être fiers de vous. Oui. J'espère que vous irez jusqu'au bout, mais je pense que vous allez réussir. Merci d'être avec nous aujourd'hui, bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Et bienvenue dans Toute une histoire aujourd'hui pour débuter notre émission. Une première histoire, celle de Sarah. Sarah avait 7 ans quand elle a suivi son père venu la chercher à la sortie de l'école. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce n'était pas un jour comme les autres et que sa mère n'était pas au courant. Elle ne verra pas sa mère pendant 10 mois. À travers l'histoire de Sarah, nous allons comprendre à quel point les enfants peuvent devenir les otages de leurs parents quand ils se déchirent et qu'ils oublient qu'ils sont responsables du bonheur de leurs enfants. Voici pour commencer l'histoire de Sarah. Si mon père me dit viens me chercher à l'école, je vais le suivre. C'est mon père, c'est normal. Si je rentre pas avec mon père, avec qui je rentre de l'école à 7 ans, c'est pas possible. Chaque été, on allait en Algérie en même temps que ma mère. Et là, il me dit t'inquiète pas, tu vas aller à l'Alger, mais ta mère est prévenue. Et c'est les vacances d'été, et donc tout se déroule à peu près normalement. Mais en même temps, moi, je veux voir ma mère. Et dès que je manifeste ce genre d'envie, on m'a dit elle est pas joignable ou j'ai essayé de l'appeler, ça sonne dans le vide, ta mère elle répond pas au téléphone. Ou après ça a été ta mère est partie en vacances en Espagne. Je me demandais où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Je l'appelais quand même, je l'appelais en Algérie, on me raccrochait au nez. Je me suis rendu compte que j'allais pas revoir mes filles. La rentrée scolaire approche. Sarah et sa sœur qui auraient dû rentrer en France sont finalement envoyées en Suisse. Elles y resteront 10 mois loin de leur maman. Tout le temps, j'ai commencé à demander mais elle est où ma mère? Est-ce qu'on peut la joindre, etc. Et c'est là où le discours a changé. On est passé de ta mère est partie en vacances à ta mère t'a abandonné. Je vous demande d'accueillir Sarah et Myriam. Quelle histoire! Merci de venir nous raconter votre histoire. Je pense que ça va donner beaucoup d'espoir aux femmes qui se sont retrouvées dans votre situation, Myriam. Vous avez déjà discuté avec des femmes qui ont vécu ce que vous avez vécu? Oui, ça m'est arrivé. Oui, donc il doit y avoir un partage de ce que vous avez ressenti. Exactement, qui doit être très fort. Oui. Parce que perdre ses enfants, les voir s'éloigner, pas savoir quand on va les revoir. Non. Et puis du point de vue de l'enfant, c'est quelque chose aussi d'assez étrange, parce que vous aviez 7 ans, Sarah? Oui, j'avais 7 ans. Oui, à 7 ans, on n'est pas complètement fait, on dit que c'est l'âge de raison, mais enfin, on est loin d'être un adulte quand même. Quand vous avez entendu ta mère t'a abandonné dans la bouche de ton père, vous y avez cru? J'y ai pas cru, ça a fait très mal en fait. Y croire, un parent est un parent, vous avez confiance en votre père, mais tout d'un coup, ce que votre père dit est censé être la réalité, en même temps, vous vivez une autre réalité. Je sais que personnellement, je savais que ma mère ne pouvait pas m'abandonner, mais de la bouche de mon propre père, ça devait être vrai. Vous avez demandé pourquoi? Bien sûr, j'ai demandé pourquoi sans cesse, et parce que je trouvais qu'il y avait un vrai décalage entre l'attitude de ma mère et ce que pouvait me dire mon père. Donc je comprenais pas. Vous en avez un souvenir précis de ça? À 7 ans? Oui, assez, hélas, pas malheureusement, mais ça a été vraiment une expérience extrêmement importante qui m'a marquée, effectivement, mais c'est là, à 7 ans, c'est sûr que ça restera toute ma vie gravée en moi. Comment vous avez réagi quand vos filles n'étaient plus là, quand vous avez été les chercher à la sortie de l'école? J'ai appris comme quoi elles étaient parties avec leur papa. Donc, comment vous l'avez appris, ça? Par l'école? Oui, en allant chercher mes filles à l'école.
Et j'ai été au commissariat parce que ça n'allait pas dans le couple. Et c'était pas de ses habitudes d'aller récupérer les petites à l'école. Donc j'ai été au commissariat. Et comme, directement oui. Vous vous êtes dit, il est arrivé quelque chose? Oui, mais bon, j'ai pas pensé au pire non plus. Je me suis dit, pourquoi il les a pris de l'école? Vous n'avez pas pensé à l'enlèvement? Non, ah, non, non, on ne pense pas, non. Quand est-ce que vous avez commencé à prendre un peu plus peur, à vous rendre un peu plus compte de ce qui se passait? Toute la soirée, j'ai imaginé le pire à un moment donné, qu'il était arrivé un accident ou quelque chose comme ça. C'est le lendemain, parce que toute la nuit, j'étais à côté du téléphone. Vous avez essayé d'appeler? Oui, parce que j'ai appelé son entourage, ses amis, ses copains. Personne ne l'a vu ce jour-là. Vous étiez divorcés à l'époque? Non, pas du tout. Séparés? Même pas. Ah, vous habitiez encore ensemble? Oui. Mais ça n'allait pas très bien, vous dites? Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, non. Bah, je voulais demander le divorce, voilà, et je lui ai dit. J'ai dit, on se sépare, je demande le divorce, il faut que tu partes et je reste avec mes filles à la maison. Donc il est venu chercher Sarah et sa sœur. Le lendemain, il vous a passé un coup de téléphone? Non, c'est moi qui ai appelé le matin, très très tôt, chez ses parents. En France? Non, en Algérie. Il était là? Et c'est lui qui m'a répondu. Il était déjà là? Oui, il est parti le jour même. Le soir, ils ont pris l'avion. Qu'est-ce qu'il vous a dit? T'inquiète pas, parce que ça va pas à la maison. Et puis, c'est bientôt les vacances, donc c'est normal, je les emmène et tout va s'arranger. Vous le pensiez capable d'un tel geste? Jamais de la vie. Non. Malgré ce qui n'allait plus entre vous? Non, j'aurais jamais pensé, non. Non, ça... Non, j'étais surprise. C'était pour garder les enfants près de lui ou c'était pour vous faire du mal? Moi, ce qui m'a fait comprendre, c'était pour éviter le scandale à la maison devant les petites. C'est ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit d'accord. Je l'ai cru. D'accord. Ouais. Et comme c'était à quelques jours des grandes vacances, donc j'ai dit c'est pas grave. Ils vont passer les vacances en Algérie. Voilà. Avec une partie de leur famille, ça leur fera pas de mal. Oui, pourquoi pas. Le problème, c'est que j'ai pas dit au revoir à mes filles. Et elles n'avaient pas pris tout ce qu'il fallait. Ce qui est fou, c'est que cette histoire aura duré 10 mois en tout. Ce qui est hallucinant. Ouais. Pendant 10 mois, vous avez été séparés. Alors, je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, vous avez pu renouer. Mais c'est difficile parfois pour les enfants qui ont été éloignés de leurs parents de garder confiance et affection. C'est aussi ça, l'effet pervers de ces enlèvements d'enfants. Ouais. On regarde un peu Sarah nous raconter dans quel état peut se retrouver une petite fille de 7 ans quand elle est laissée sans sa maman. À chaque fois qu'on m'a dit ta mère t'a abandonné, dans ma tête c'était c'est impossible. Ma mère, je l'ai pas vue. Je l'ai pas eu au téléphone. J'ai demandé une adresse, on m'a toujours dit mais elle est partie. Puis moi bêtement, je me souviens, j'avais demandé mais elle est partie, mais où ça? Si vous avez pas d'adresse, elle est aux États-Unis ou quoi? C'est cette idée qu'elle a traversé l'océan, qu'elle est partie tellement loin, qu'elle est inaccessible, etc. Et j'ai commencé à imaginer des choses comme ça en fait. J'ai été en Algérie. J'ai cherché sur place. J'ai pas trouvé mes filles, nulle part. J'ai cherché partout. Dans sa famille, chez amis. Partout en Algérie, j'ai pas trouvé mes filles. Vivre sans ses enfants, sans savoir où elles sont, ce qu'elles deviennent, c'est pas une vie. Pour me donner du courage, je priais le bon Dieu pour rêver de mes filles toutes les nuits. Je me disais si je pouvais les voir en rêve. Au bout de 10 mois, on arrête de se poser des questions. On se dit, les saisons ont passé, l'hiver est passé, Noël est passé. Là, on est passé au printemps. C'est bientôt mon anniversaire. Ma mère est toujours pas là. Il y a un problème. Et on se dit, vu que je l'ai pas vue, peut-être que les autres ont raison, en fait. Ma mère m'a abandonnée, elle est partie. Jusqu'au jour où j'ai su où elles étaient. Et j'ai été les chercher moi-même. Comment vous avez su où elles étaient? Vous voulez pas le dire? Non, non, je le dirai. C'était tout bêtement. J'avais un numéro de téléphone de Suisse et je ne savais pas qu'elles étaient en Suisse parce que moi, je cherchais mes filles en Algérie pendant des mois. Ouais, vous avez été dans votre belle famille? Oui, j'ai cherché partout. Non, ils ne m'ont jamais reçu. Non, vous pensez qu'il a brouillé les pistes un peu? Oui, oui, pendant des mois. Oui, il me disait toujours, elles sont en Algérie, elles sont en Kabylie, elles vivent très très bien là-bas. Comment vous avez eu l'idée qu'elles puissent être en Suisse? Parce que j'ai eu des amis à lui qui sont venus me voir et me dire qu'est-ce que tu en penses si on essaye d'arranger les choses. J'ai dit c'est ce que je souhaite. Je veux qu'il me ramène mes filles, je lui pardonne. Donc vos amis ont fait l'intermédiaire? Oui, mais en discutant, ils m'ont dit, il y en a un qui me dit, j'ai dit, il n'a pas le droit de me faire ça. De laisser mes filles vivre en Algérie, elles n'ont pas l'habitude et tout, elles ont leur vie ici. Puis surtout de laisser vos filles loin de vous. Et il me dit, mais non, elles sont en Europe.
Comment il le savait? Il était au courant, j'étais son ami, sauf moi. Donc il a eu pas Ça pitié lui a de vous, mais il vous a échappé. compris en tout cas. Ça vous lui a échappé. Ouais. Non. À mon avis, il a fait un peu exprès, non? Peut-être, j'espère, je sais pas, j'en sais rien. Et ça vous a permis de retrouver vos filles? Ça m'a permis de chercher, j'ai cherché en France les écoles maternelles et primaires. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé les recherches. Et comment vous les avez localisées en Suisse? J'ai pensé à un numéro de téléphone en Suisse. Mais quel numéro de téléphone? Que j'avais de mon ex-beau-frère à l'époque, qui a passé quelques jours, et il m'a appelé un jour, il m'a dit, tu diras à mon frère de m'appeler à son numéro. Je sais pas pourquoi ça fait tilt. Ah bah quand même, oui, si. Moi, ça aurait fait tilt aussi, je pense, dans ma tête, oui. Vous Donc pensez qu'il a voulu vous aider aussi, votre beau-frère? non. C'était vraiment sans faire j'avais exprès? aucun contact avec ma famille, non. C'était des retrouvailles émouvantes quand vous avez vu votre maman ou c'était quelque chose d'assez gênant? C'était extrêmement difficile, très gênant et c'est de la même manière, c'est très difficile à expliquer. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais devant moi la personne qui était censée être la cause de tous mes malheurs. Donc je me suis dit, là, on va régler les comptes. Et quelque part, j'avais qu'une envie, c'était de partir de là. Parce que je vivais très très mal la situation, ça se passait extrêmement mal avec la famille, la nourrice. Donc j'avais qu'une envie, c'était de partir. Et quand ma mère est arrivée, je voulais avoir des explications. Et en fait, très vite, j'ai compris qu'on m'avait menti en réalité. Et là, c'est... Que votre maman vous aimait, ça s'est vu en combien de temps? Ça s'est... La glace s'est fondue? Ça dure une heure et demie, parce que pas longtemps, hein. ma fille m'a regardée dans les yeux en me disant, tu es ma maman, je sais, mais je ne viendrai pas avec toi. Et là, croyez-moi, ça fait... J'ai rêvé pendant des mois que mes filles allaient me tomber dans les bras. C'était pas du tout le cas. Et alors, vous avez quand même dépassé votre sentiment pour essayer de vous rapprocher de votre fille, lui parler? Bien sûr, je lui ai sorti les jugements. D'accord. Écrit noir sur blanc. Et vous aviez 7-8 ans? assure. Vous avez compris ce qui se passait? Oui, toujours... elle a lu le jugement. Si je peux me permettre, j'ai toujours eu un esprit assez droit, juridique, technique. Et j'ai toujours été un petit peu dans cet état d'esprit-là. Donc forcément, quand j'ai tout eu sous les yeux, et puis, si je peux me permettre, c'est vrai que quand tu es revenu, on était quand même entouré de mon père, de la nourrice, donc je me sentais surveillée aussi. Donc j'avais vraiment cette peur, c'est ce que je vais dire, je risque de le payer si ma mère repart. Oui, c'est ce qu'on lui a dit. Et est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti que les sentiments revenaient, que vous aviez envie de serrer votre maman contre vous? Ça n'a jamais été vraiment mon genre, je pense, en fait, les démonstrations comme ça, physiques. Mais c'était plutôt... la petite, pardon. Oui, c'était plutôt ma sœur. Mais elle comprenait rien. Mais c'est surtout la confiance, en fait, qui est revenue. C'est vraiment la confiance et de savoir que, finalement, on m'avait vraiment menti. J'avais pas rêvé et que ma mère, non, elle m'avait pas abandonnée. Et donc là, c'est pareil. On va me rendre des comptes. Mais plus à la même personne. On regarde ce qui nous attend dans la suite de l'émission, à ne pas manquer les conseils techniques d'un spécialiste des enlèvements parentaux. Vous avez manqué de conseils au moment où vos filles ont été enlevées. Il vous dira quoi faire si jamais votre enfant est enlevé par votre conjoint. Tout de suite, dans toute une histoire, l'histoire de Stéphane. Son ex-femme est partie vivre à 12 000 km en emmenant son fils qu'il n'a pas revu depuis 2 ans. Et je trouve que même les politiciens devraient se pencher véritablement sur ce fléau. Moi, je parle vraiment de délinquance parentale parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose, quoi. Valérie aussi nous racontera son histoire. Elle a accouché de son 3e enfant sur un stade de foot. Je n'ai pas paniqué. Il y avait des médecins, il y avait même les pompiers. Donc je me dis, ça se fera là, ça se fera là. Vous aimez votre père? Pardon? Est-ce que vous aimez votre père? Est-ce que j'aime mon père? Je sais pas si c'est une question... je sais pas comment répondre à cette question, en fait. Est-ce que... si vous y réfléchissez, c'est mauvais signe, normalement. Non, c'est-à-dire que... il faut distinguer l'amour et la relation qu'on peut avoir et ce qu'on peut attendre d'un père. Mon père est mon père. Je l'appelle toujours papa. Je refuse de l'appeler par son prénom. Mais en même temps, je sais ce que je peux attendre de lui. C'est-à-dire pas grand-chose. Et forcément, c'est difficile d'avoir une relation privilégiée avec quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance et qui ne vous considère pas comme vous êtes, en fait. Vous savez pourquoi il vous a enlevé? Il vous l'a expliqué, vous en avez parlé ensemble? Alors, on en a parlé... maintenant, j'ai 24 ans. On en a parlé du jour où je suis rentrée jusqu'à maintenant. Et j'ai eu à peu près toujours les mêmes versions qui étaient soit éviter le conflit familial, soit que faire des études en Suisse était mieux pour moi qu'en France. Vous aviez l'impression que c'était la vérité? Non, jamais. C'est pour ça que j'ai toujours été en conflit avec mon père. Vous avez quelle relation avec votre mère aujourd'hui? Maman.
La relation, je pense, d'une mère et d'une fille, on vit plus ensemble, donc c'est normal. Ça va, je suis indépendante. 24 ans, non, maintenant ils partent vers 38-39. Hein. Oh, mais elle peut, hein, on s'en dérange pas. Oui, on va la maman poule. Ouais. Donc, une relation tout à fait normale. Je pense qu'on a complètement dépassé ce stade des retrouvailles, etc. Mais, vous avez réussi à effacer tout ça? Disons qu'on en parle beaucoup moins. Enfin, c'est un sujet qu'on a abordé pour l'émission en réalité, mais sinon on en parle très très rarement. Ces 10 mois de séparation, qu'est-ce que ça vous a, en quoi ça vous a influencé? Est-ce que vous avez une perte de confiance vis-à-vis des adultes, des hommes en particulier? Disons que je pense que, comme toute personne, l'expérience qu'on vit en étant enfant forcément marque. Et elle conditionne ma vie aujourd'hui. Ça, j'en suis bien consciente. Maintenant, ça m'a permis de comprendre une chose, c'est que les adultes, on ne peut pas tous leur faire confiance. Personne n'a la science infuse, personne ne tient la vérité. Et certains essaient de vous mentir et de vous manipuler. Très bien, ça je l'ai compris. Maintenant, je peux donner ma confiance. Voilà. Mais c'est à moi de toujours faire la part des choses. Je ne peux pas donner ma confiance de manière aveugle, comme ça, à n'importe qui. Bien sûr, mais c'est pas pour autant que je déteste les hommes parce que mon père m'a fait ça. Vous pourrez faire confiance à un homme dans une relation? Bien sûr, mais c'est toujours dans le cadre d'une relation. Comment dire, c'est toujours en rapport avec la personne. La personne avec qui je suis n'est pas mon père, même si il y a toujours cette image un petit peu qu'on recherche. Il faut bien faire la différence entre les deux. Donc, bien sûr que ça a conditionné des choses dans ma vie, mais pas. J'espère en tout cas arriver à faire la part des choses. Prenez les choses de face, en tout cas, vous les affrontez. Il vaut mieux, je pense, mettre des mots, essayer de formaliser, de comprendre, plutôt que de subir et répéter sans cesse les mêmes erreurs sans comprendre ce qui se passe. Vous avez la même relation avec votre mère aujourd'hui que vous auriez eue si vous n'aviez pas connu ces 10 mois de séparation? Je pense, oui. Parce que je pense pas que ça a renforcé la relation, dans la mesure où à l'adolescence j'ai été très rebelle, ça se passait très mal, donc c'est pas quelque chose je me suis pas dit oh là là mon Dieu j'ai été enlevée, il faut que je sois super cool avec elle, non pas du tout. Mais elle vous en a fait baver un peu? Non, ça va. Oh le gentil. Gentil, hein. Vous êtes gentil, vous, hein? Non, mais je ne laisse pas faire non plus. Ah bon, voilà. Non, ça va, sérieux. En fait, je pense que c'est ça que j'ai pris de ma mère, c'est son fort caractère finalement. Ouais. Et sa douceur aussi? Mais c'est parce que là, vous la voyez sur un plateau télé avec vous. Non, elle est très... je suis ravie d'avoir une mère comme ça parce que je sais que ça m'a formée et que... Ça tient debout, quoi. Oui. Il y a du sang là-dedans, il y a de la force et de la détermination. Vous n'êtes pas la seule dans votre cas, vous le savez, Sarah. Vous êtes venue éclairer quand même tous ceux qui vivent des situations qui sont comparables. Comme vous, tous les jours, des enfants sont coupés d'un de leurs parents. Certains sont emmenés à l'autre bout du monde. D'autres vivent simplement à 2 rues, plus loin, sans qu'on le sache. En 2005, nous avons ouvert 163 dossiers d'enlèvement parentaux et nous en avons clos 73. Vincent, lui, n'a pas été enlevé, mais après la séparation de ses parents, il y a maintenant 5 ans, sa mère a tout fait pour qu'il ne voie plus son père. Notre mère nous remontait contre notre père, nous disant que c'est à cause de lui qu'il y avait tout plein d'histoires, qu'on n'avait plus notre appartement, qu'on a dû déménager, qu'il y a eu des soucis d'argent. Je me posais pas d'autres questions de savoir si je l'aimais ou pas. J'avais dans la tête que c'était celui qui avait détruit la petite vie de famille qu'on avait et tout ce qu'on aurait pu avoir de bien. Ma mère, elle a voulu que je déteste mon père. Et maintenant, c'est elle que je vais finir par détester après tout ce qu'elle a dit. Il y a 7 ans, Marie-Aude se sépare. Depuis, sa fille refuse de la revoir. On a effacé de son disque dur interne tous les bons souvenirs qu'on avait ensemble, et Dieu sait que j'ai plein de bons souvenirs à lui rappeler, et on a transformé ces bons moments en mauvais moments. C'est ces 7 années qui nous manquent, qui m'ont complètement... que je ne récupérerai pas. C'est ces 7 années-là qui détruisent. Gérard Poussin est psychologue et spécialiste, entre autres, des questions qui peuvent toucher les enfants comme celle-ci. Là, on a vu une séparation de 10 mois qui a, j'ai l'impression, pas fait trop de dégâts. Non. C'est pas le cas dans toutes les familles. Ça peut laisser beaucoup plus de traces, on l'a entendu à l'instant avec ce témoignage. D'abord, elle a été relativement brève, 10 mois. Moi, j'ai des situations où ça dure 10 ans. Ensuite, je ne sais pas pour ce qui est de Sarah, mais elle a finalement peu vu son père pendant cette période. Il y a des pères ou des mères, quand ils font ça, qui passent leur temps à raconter à l'enfant que l'autre parent est quelqu'un d'absolument abominable.
qu'il a laissé ses enfants, voire même qu'il pourrait être dangereux, qu'il pourrait les tuer, que c'est un... Et les enfants finissent par le croire ou est-ce qu'ils arrivent à construire leur petite forteresse quand même? Non, en général, les enfants finissent par le croire. Surtout si un des deux parents est complice. Écoutez, si l'autre n'est pas là pour démentir, si on emmène l'enfant dans un lieu où il ne connaît personne et où tout l'entourage va accréditer ce genre de choses, évidemment, l'enfant le croit. Alors évidemment, le réveil est terrible. Pour l'enfant? Pour l'enfant, comment se construire en tant qu'adulte quand on a connu ça? Quand on a perdu la confiance dans celui ou celle qui est censé nous montrer la voie, qui est censé être l'adulte de référence, qui nous fait comprendre ce qu'est un adulte et tous les adultes donc par là même, comment on peut avoir confiance dans son prochain? Difficilement. Alors ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que pour les gens qui ont pour les enfants ou les adultes, parce que c'est souvent à l'âge adulte que finalement les choses ressortent. Hein. Et ce qui réapparaît assez curieusement, il y a cet aspect de manque de confiance, mais moi ce que j'ai vu le plus souvent, c'était surtout un manque d'estime de soi. C'est-à-dire que très curieusement... l'impression de ne pas mériter d'être aimé. Voilà, comme si effectivement... avoir cru pendant tout... Et en plus, on sait ce qu'a vécu l'autre, on découvre tout ça, et c'est des gens qui souffrent énormément quand on perd la confiance de son prochain, on perd beaucoup de choses quand même. Franchement, je trouve que Sarah se construit remarquablement bien. Oui, mais... C'est pas d'hier, hein, mais quand même, voilà, maintenant elle est adulte. Un jour ou l'autre, Sarah va avoir des enfants. On dit que dans ces moments-là, il y a pas mal de choses qui ressortent. Est-ce qu'il faut qu'elle se protège, même si elle a l'air bien costaude? Ah non, faut pas, je pense, partir dans l'idée que... Pas de délire. Qu'on va forcément avoir... qu'on va avoir une mauvaise parentalité, qu'on va... Non, je crois qu'on est parfaitement capable de... Alors bien sûr, si on a des difficultés, on peut en avoir dans sa vie pour X ou Y raison, on peut se faire aider, mais enfin, je ne suis pas du tout inquiet, apparemment. Vous en sentez pas le besoin, en tout cas. Entendu Sarah pour son avenir en tant que mère. Hein. Vous n'en sentez pas le besoin de vous faire aider pour l'instant? Disons que j'y ai pensé, mais très sincèrement, je pense qu'avant d'arriver là, il faut que je fasse mon propre chemin moi-même, que j'essaie d'exploiter toutes les possibilités. Et si jamais vous bloquez, voilà, mais je pense qu'il faut d'abord croire en moi, parce que j'ai cru en moi pendant ces 10 mois, et il n'y a pas de raison. Si j'ai subi ça et que j'ai survécu à ça, je pense que je peux à peu près tout encaisser. Ça fait du bien de réentendre tout ça aujourd'hui. Oui. Ça permet de mesurer le chemin parcouru. Exactement. Voilà ce que vous avez su traverser. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On va écouter maintenant l'histoire de Stéphane qui n'a pas vu son fils depuis presque 2 ans. Il s'agit d'un papa. Donc, quand son ex-femme lui a dit qu'elle comptait partir vivre à La Réunion, il ne l'a pas cru. Et pourtant. Je lui ai demandé, tu veux partir, Mathieu? Je dis, tu sais, Mathieu, si tu pars vraiment très loin, on ne se verra plus comme avant. Il est même fort possible qu'on se voit très rarement. Mathieu s'est mis à pleurer. Et je lui ai dit, non, t'inquiète pas, Mathieu, on parlera à ta mère et il est hors de question que tu partes loin, voilà. Après la séparation du couple, l'ex-compagne de Stéphane l'informe qu'elle souhaite partir vivre avec Mathieu à La Réunion. En octobre 2004, elle déménage et Stéphane n'a pas revu son fils depuis maintenant 2 ans. Voilà, le seul endroit que j'ai reçu de Mathieu, c'était il y a quelques mois en fait, c'était juste avant les fêtes. C'est tout petit, c'est dérisoire, mais ça m'a fait trop plaisir quand je l'ai reçu. Oh, petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Maman me dit que tu n'étais pas là. J'avais des fleurs pour couronner ta tête et un bouquet pour mettre sur ton cœur. Petit papa. C'est beau. Regardez que Mathieu m'a fait 2 jolis dessins. Ouais, sa plage, la mer. Vraiment, j'ai très mal parce que ces années-là, on me les prend et je les retrouverai pas, quoi. Peut-être que je retrouverai un petit qui a grandi. Le temps passe et c'est dur. Il n'y a pas un jour qui passe sans que... Pas une heure qui passe sans que je pense. Je
j'envisage pas une seconde de poursuivre ma vie sans mon fils. On a Stéphane de nous rejoindre. Bonjour, ça va? Ça va. Allez, courage. Votre fils a besoin de vous voir courageux? Je sais pas ce qu'il pense à l'heure actuelle, donc ça fait 7 mois que j'ai plus de contact au téléphone avec lui, donc pour l'instant c'est l'isolement complet, quoi. Donc ça rajoute à ma peine. Et 7 mois que vous ne l'avez pas entendu au téléphone? Tout à fait. Et combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Bientôt 2 ans. Oh, et il a quel âge? Il va avoir 9 ans. Ah, et donc vous vous demandez ce qu'il pense de vous, ce qu'on lui a dit sur vous? Je suis persuadé que, tout à fait, en écoutant Docteur tout à l'heure, on parle d'aliénation parentale, on est droit dedans. Là. On est en plein dedans. Là. En quels termes vous pensez à votre fils? Et je pense à lui tout le temps. Quoi. Je pense à lui tout le temps. Il n'y a pas, comme je le dis, il n'y a pas une heure qui passe, un jour qui passe sans que j'ai pas une pensée pour mon fils. Quoi. Savoir ce qu'il fait. Savoir si tout se passe bien. Je n'ai vraiment aucune nouvelle. Vous êtes très tendu, ce qu'on peut évidemment comprendre dans cette situation. Ouais, tout à fait. Néanmoins, il faut que vous vous détendiez quoi, en termes de sang-froid pour pouvoir trouver quelle est la bonne chose à faire. Vous avez imaginé aller le chercher? Oui, bien sûr, j'y pense tous les jours. Vous pensez bien que je ne suis pas resté presque 2 ans sans voir mon fils, sans avoir l'idée de le rejoindre. À 12 000 km de distance, elle ne répond pas au téléphone. Vous imaginez comment ça va se passer là-bas? Très mal, certainement. Donc, eh bien, je me prépare. Bon, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, je suis dans une très mauvaise situation financière. C'est la seule raison qui m'empêche d'aller le chercher. Hélas, de retrouver mon fils. Ouais. Vous aviez la garde conjointe. Votre femme avait le droit de partir avec votre fils comme ça? Absolument pas. Dans le cas où ça change mon droit de visite et d'hébergement, elle est censée me faire une demande écrite. Enfin, il y a toute une procédure qui doit être mise en place qui n'a jamais été respectée. Ouais. Et si vous allez le chercher, c'est vous qui vous mettez en tort, encore plus en tort qu'elle. On va demander à Ansou Yalaz, qui est juriste. De quelle origine est ce nom? Turc, très joli. Vous êtes juriste et spécialiste du droit des familles. Je vous vois acquiescer, réagir à tous les témoignages depuis le début. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Stéphane? Il faut continuer la procédure pénale, puisque c'est une procédure pénale qui est en cours. Il ne faut pas désespérer, il faut continuer et continuer. Et puis, Sarah l'a très bien dit, quand elle a vu le jugement, on conseille aux parents de garder les jugements, de garder la preuve de toutes les procédures qu'ils ont engagées, parce que il y a un bout de 5 ans, on dit, bah voilà tout ce que j'ai fait, ça n'a pas fonctionné, mais je l'ai fait. Je t'ai recherché, j'ai continué à t'aimer. Il faut lui écrire, il faut essayer de téléphoner, il faut continuer. Oui, comme Sarah qui a pu voir à travers le jugement que sa maman ne l'avait jamais lâché. Bien sûr, et puis l'enfant demande des comptes. Ça fait maintenant 2 ans que vous êtes séparés de votre enfant. Plus les mois passent, plus votre garçon, à cet âge-là, en pleine construction, s'éloigne. Et depuis 6 mois, la communication père-fils est totalement coupée. J'appelle tous les jours, je n'ai pas de réponse. Je n'ai plus aucun contact depuis 5 mois. Mathieu, d'après ce que dit sa mère, ne voudrait plus me parler. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mathieu n'a pas répondu aux lettres et aux coups de téléphone de son papa depuis 6 mois, mais Stéphane ne renonce pas à renouer le contact. Je t'écris à nouveau pour te dire combien je t'aime et combien tu me manques. Je pense tous les jours à toi et me raccroche à tous nos souvenirs. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à toi, Mathieu. Je vais te dire d'autres, mon fils, si ce n'est que je t'aime plus que tout. Et je ne t'oublierai jamais. Ton papa qui pense très fort à toi et ne vit que pour toi et te retrouver. Papa. Voilà, tout ça restait sans réponse et ça m'empêchera pas de réécrire à Mathieu parce que je ne veux pas non plus que mon fils plus tard me dise « Mais papa, tu n'as pas cherché malgré tout à me parler, à me voir. » Donc voilà, je le fais pour moi, pour lui, et en espérant malgré tout une réponse quand même. Quoi. Il n'y a pas de raison d'espérer que votre fils ait reçu ces lettres, puisqu'il n'y a pas de retour. Où est-ce que vous les envoyez, ces lettres? À quelle adresse? Eh bien, tant que j'avais des contacts téléphoniques avec lui, tant que sa mère respectait au moins ça, j'envoyais le courrier chez elle directement. J'ai toujours eu son adresse.
Mais bon, depuis qu'elle a coupé toute discussion téléphonique, il est évident que je n'ai plus confiance, donc je n'en vois plus rien chez elle. Je passe donc par son école, chose que j'avais faite il y a un an, lors de son anniversaire. Comment vous avez trouvé son école? Eh bien, Internet, téléphone, voilà, je me débrouille. Appelez tous les responsables d'établissement, demandez s'il y a un petit Mathieu. À La Réunion, il n'y a pas beaucoup d'écoles, donc ça va, quoi. Et un jour, quelqu'un vous a dit oui, il est là? Tout à fait, oui. À chaque fois que j'ai eu son école, il a changé 2 fois d'école. 3 fois de directeur, donc à chaque fois, il faut que je reprenne ma situation. Et on vous a donné des nouvelles de votre fils? Oui, tout à fait. J'ai une écoute assez attentive, d'ailleurs. Je remercie tous les directeurs et directrices qui... Bien sûr, qui nous regardent par l'intermédiaire de TV5. Tout à fait. Son avant-dernier directeur m'avait laissé l'opportunité de pouvoir lui parler. Donc il avait fait une tentative auprès de Mathieu, et Mathieu lui a dit non, je ne veux pas parler à mon père. Donc, vous comprenez ça, Gérard, de la bouche d'un garçon aussi jeune? Tout à fait, oui. Ça c'est ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Voilà, alors j'aime pas beaucoup ce terme parce que, bon, en plus ça s'appelle syndrome d'aliénation parentale. Aliéné, donc, ça veut dire devenir fou, alors c'est... Oui, donc c'est pas un bon terme. Mais enfin bon, peu importe. Moi j'appelle ça meurtre d'âme, au sens où on détruit finalement chez l'enfant une partie de lui-même, en lui expliquant que cette partie qui est celle de l'autre parent est la partie mauvaise. Et ça, c'est quelque chose de terrifiant. Parce qu'il faut que l'enfant supprime en quelque sorte une partie de lui-même, une partie de sa filiation. J'espère qu'un jour vous reviendrez sur ce plateau avec votre fils. J'espère qu'on aura pu vous aider aussi. Je vous rappelle qu'on est reçu à La Réunion. Je pense qu'il y a des gens qui verront cette émission et qui comprendront votre désarroi. Courage pour Stéphane. Merci. Encouragement du public. Merci à vous. C'est beau de voir un papa qui se bat, partir ou pas pour reprendre son enfant. Nathalie, pour elle, la question n'est pas d'actualité. Depuis 1 an, son ex-mari a disparu avec ses 4 enfants. Nathalie croit pour l'instant qu'ils sont aux Philippines. Donc voilà, un peu plus d'1 an que mes enfants ont disparu, enlevés par leur père. En juillet 2005, l'ex-mari de Nathalie part avec leurs 4 enfants direction l'Asie. Ils seraient aujourd'hui aux Philippines. Il y a eu donc au mois de décembre un mandat d'arrêt international, mais malheureusement je me suis rendu compte 3 mois plus tard en téléphonant à Interpol que le mandat d'arrêt n'était pas diffusé. Pour retrouver ses enfants, Nathalie n'a cessé de multiplier les démarches, des centaines de lettres envoyées à ses avocats, aux juges, au ministère de la Justice et même au président de la République. Donc j'ai reçu une réponse de la présidence de la République. Donc cette lettre, ça veut dire que les décisions de justice qui ont été prises en France ne sont pas applicables aux Philippines. À ce jour, personne n'est capable de me dire si mes enfants sont vivants, s'ils sont en bonne santé. Je suis en face d'un mur de silence et en fait, oui, je vais continuer coûte que coûte jusqu'à ce que quelque chose de positif se produise. On ne peut pas du jour au lendemain dire bon bah c'est bon, j'en ai marre, j'arrête de rechercher mes enfants. C'est pas une possibilité, c'est pas une attitude de mère. Et le jour où j'arrête de les rechercher, eh bien je m'écroule, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Quel âge ont vos enfants aujourd'hui? Ils ont 16 ans, 13 ans, 9 ans et 7 ans. Ça et passe 8 ans. Ça passe le temps. Oui. Des garçons, des filles? 2 garçons, 2 filles. On a une image de vos 4 enfants. Alors c'est un véritable paradoxe puisque la loi nous oblige à cacher leur identité, alors que vous êtes évidemment dans votre droit. Depuis 1 an, vous n'avez pas vu vos 4 enfants. Est-ce que vous pensiez que votre mari était capable de quelque chose comme ça? Je savais qu'il était capable de le faire, mais je ne pensais pas qu'il allait le faire. Qu'est-ce qui vous laissait entendre qu'il était capable de faire ça? C'est difficile à expliquer. Mon ex-mari a cette mentalité de gourou avec, soi-disant, des appels divins, et il est capable de faire beaucoup de choses, d'aller au bout du monde, et je l'ai suivi pendant les 12 ans que j'ai passé avec lui. Donc je savais qu'il était capable de partir et de partir loin. Mais comme... Mais il y a eu des bons moments pendant ces 12 ans? Il y en a eu au début, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu plus de mauvais moments, mais... Quand ça a commencé à chauffer entre vous, vous vous êtes dit attention, les enfants peuvent partir avec lui?
C'est après la séparation, il a très mal pris que je me sépare de lui et il demandait sans arrêt la garde des enfants. Il a fait appel plusieurs fois, il n'a pas obtenu gain de cause. Et donc je savais, il avait mal pris la séparation. Il manipulait beaucoup les enfants contre moi. En leur disant par exemple qu'en divorçant j'avais choisi de choisir Satan et non plus Dieu. Et donc là, ça va loin là. Très loin. Très loin. Mon fils Solon, qui a 9 ans, voyait un pédopsychiatre parce qu'il était très perturbé par cette idée de démon qu'il voyait la nuit dans sa chambre chez moi. Bah, c'est joyeux tout ça. Vous essayez de protéger vos enfants, vous j'imagine à l'époque, essayez de les rassurer? Tout à fait, j'essayais de les rassurer, de leur faire voir une autre manière de vivre, une manière plus normale. Plus gaie? Plus libre, oui. Ouais. Avec moins de démons? Oui, tout à fait. Comment s'est passé le départ? Vous voulez dire quand comment il les a enlevés, oui. C'était le week-end où il a son droit de visite. Donc le dimanche soir à 19h, ils n'étaient pas arrivés, ils avaient souvent un quart d'heure de retard. J'ai appelé sur son portable pour leur demander quand est-ce qu'ils allaient arriver, parce que j'allais mettre des pizzas dans le four. Son portable était éteint, alors que d'habitude, il le laissait toujours allumé quand il avait quelques minutes de retard, parce qu'il savait très bien que je pouvais aller à la police. Méfiance tout de suite? J'ai appelé sa sœur, le portable était éteint. Et là, j'ai dit à mon compagnon, il y a quelque chose de grave. 2 heures après, on était à la police, on déposait plainte. Vous pensez qu'il est parti aux Philippines? Pourquoi aux Philippines? Il est d'origine philippine? Non, il est d'origine britannique. Il est britannique. Il avait une fiancée, il avait rencontré une jeune femme aux Philippines par Internet. Vous étiez séparés depuis combien de temps au moment de l'enlèvement? 4 ans. 4 ans, ah oui, quand même. Et il était allé la voir plusieurs fois. Donc... Vous êtes dit c'est là-bas qu'il est parti, quoi? Oui, les enfants m'avaient dit qu'il devait se marier. Moi, je pensais qu'elle allait venir en France. Apparemment, ça a dit le contraire. Ça a été l'inverse. Vous en êtes certaine qu'ils sont là-bas? Certaines, non. Non, on ne peut pas. Certaines, non, parce que... Donc, j'ai déposé plainte. Et ensuite, la personne d'Interpol qui suit le dossier a demandé que des recherches téléphoniques soient faites pour tenter de les localiser. Et on a demandé donc 4 fois en 14 mois, ça fait 14 mois. Donc les recherches téléphoniques, vous recherchez des appels qu'ils vous avaient... Alors des appels que j'ai reçus douteux, où on m'a appelé de l'étranger en PCV, ça a raccroché. En PCV, ça pourrait laisser entendre que ce sont vos enfants qui ont essayé de vous joindre? Tout à fait. Mais le procureur, juge d'instruction, ont toujours refusé, enfin en tout cas, oui, refusé de faire ces recherches. Donc les enquêteurs n'ont plus de pistes aujourd'hui. Lorsque vous avez reçu ces appels en PCV, vous avez pu parler à quelqu'un? Non, on m'a dit un correspondant essaie de vous joindre. Est-ce que vous acceptez l'appel? Oui. Et ça a coupé. Et ensuite, j'ai appelé France Télécom qui m'ont confirmé qu'il s'agissait d'un appel en PCV qui venait de l'étranger, mais sans investigation de la police, ils n'ont pas le droit de me dire... De quel pays? De quel pays, de quel numéro, oui. On essayait de m'appeler. Donc vous attendez vraiment un autre soutien aujourd'hui de la part de la justice. Dans quelques instants, les conseils d'un spécialiste des enlèvements parentaux. Il vous dira quoi faire si votre enfant est enlevé. Vos enfants en l'occurrence, vos 4 enfants, on sent une maman désemparée, pleine d'amour, qui se demande quelques années après ce que les enfants gardent comme souvenir. On continue à en parler juste après ça. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Christine qui a sombré dans l'alcoolisme après son divorce. Non, la décision de rentrer en cure, c'est parce que j'en pouvais plus de souffrir, j'en pouvais plus de vivre que pour l'alcool. Alors j'avais le choix, ou je me pendais, ou je me soignais. Et aussi l'histoire de Claudette qui noyait son chagrin dans les bars avec son fils de 6 ans. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il avait une vie d'enfer. Donc aujourd'hui, le mieux, c'est de jamais recommencer. Vous découvrirez également l'histoire de Valérie, dont le bébé a été kidnappé dans l'enceinte même de la maternité. On voit les heures, les minutes, les secondes défiler, que j'avais peur qu'elle abandonne ma fille quelque part. Ouais. Voilà. On est comme au bout d'un tunnel, en fait, et on voit sa fille à l'autre bout, et plus on essaye de s'approcher, et plus on a l'impression qu'elle s'éloigne. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après chacun de ces appels manqués? J'ai eu beaucoup d'espoir. Je me suis dit, ça y est, ils essaient de me joindre, ça va aboutir. Un grand espoir et suivi d'une immense déception. On va demander peut-être quelques éclairages de la part de notre spécialiste qui est là ici. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire?
Comment guider cette femme pour qu'elle puisse se battre avec l'espoir des résultats? C'est dommage que ce soit les Philippines, j'ai envie de dire, parce que c'est un pays où il n'y a aucune convention. Les Philippines n'ont pas signé la convention de La Haye, qui est une convention internationale sur les enlèvements d'enfants. Il n'y a pas de convention bilatérale, il n'y a pas, à ma connaissance, d'accord de coopération entre le ministère de la Justice français et Philippines. Quelle instance saisir dans ces cas-là? Les affaires étrangères, bien entendu, puisque même si monsieur est britannique, les enfants sont français, de toute façon. Éventuellement les autorités britanniques, j'ai envie de dire, parce que c'est déjà fait. C'est fait. Quand il y a des disparitions comme ça totales, c'est un peu le hasard. Vous avez fait tout ça, madame? Alors oui, j'ai fait tout ça. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu une enquête faite avec le consulat de France à Manille. Ils ont cherché donc dans la ville où ils seraient censés être. Ils ne les ont pas trouvés, mais par contre, les autorités philippines ont accepté de coopérer. C'est-à-dire, s'ils les retrouvent, ils acceptent que j'aille les chercher. Malgré l'absence de convention. Donc ça veut dire que oui. Là, il y a de l'humanité quand même. Ça doit être... Tout à fait. Et donc, c'est ce qui m'angoisse lorsque le ministère de la Justice, dans des courriers, se cache derrière le fait qu'il n'y a pas de convention, donc on ne peut rien faire. Ben non, on a déjà fait quelque chose. Il y a eu une mobilisation. Artisanalement, avec le cœur. Oui, tout à fait. En allant chercher les gens là où ils sont. Depuis un an, donc, vous gardez espoir, vous vous battez, c'est important. Je pense qu'un jour, vous pourrez montrer cette émission à vos enfants et ils seront contents de voir que vous vous battez à ce point. Ils seront là bientôt. Nathalie en est sûre. Tout du moins, elle fait tout pour y croire et puis garder cette petite flamme bien allumée. Pour tenir dans cette situation, j'imagine chaque jour leur retour. Je leur ai acheté leur cadeau de Noël, leur cadeau d'anniversaire, puisqu'un an s'est écoulé, ils ont tous eu leur anniversaire. Et donc ça fait des piles de cadeaux, je ne sais même plus exactement quel cadeau contient quoi, qui attendent leur retour. Je m'attache à ça comme si c'était le principal, alors que voilà, on fait comme on peut. C'est très très difficile. Ils sont tous les quatre à l'autre bout du monde, quelque part, et ils ont plus leur maman. Donc je les vois plus. Quand ils sont malades, eh ben, je suis pas là pour les soigner. Je suis pas là pour leur dire bonne nuit. Et en attendant, ils changent, ils grandissent, ils vivent, voilà. Si je ne croyais pas en leur retour, alors je les laisserais tomber, j'aurais l'impression de les abandonner. Je ne serais plus digne d'être leur maman. Et voilà, je me demande aujourd'hui combien ils peuvent bien mesurer. Je pense qu'ils ont grandi, je l'espère surtout. Et voilà, ma petite Oelia, à 6 ans et demi, elle mesurait comme ça. Je pense que c'est une des pires choses qui puisse arriver à une mère. C'est presque, j'ai l'impression que je vais un jour me réveiller et que tout ça, ça n'aurait été qu'un cauchemar. On voit que vous aimez énormément vos enfants et pourtant vous avez du mal à montrer vos émotions. Est-ce que vous essayez de vous protéger, de vous blinder ? Un peu, oui. C'est le pire des cauchemars. C'est tellement douloureux qu'on ne peut pas... on est obligé de se construire un petit peu une carapace pour pouvoir encaisser les coups et continuer à avancer, quoi. Tout à fait. Je vais demander à Catherine, votre maman, de venir nous rejoindre. Bonjour, madame. Maman et grand-maman. Oui. Vous arrivez à garder le sourire, vous ? On y arrive. Oui. Quel est votre rôle auprès de votre fille ? C'est difficile parce que je me sens un peu... Désemparée ? Désemparée. Vous en discutez souvent ensemble ? Non, pas trop. Enfin, des petites choses, quoi. Mais c'est vrai que on se pose des questions. Comment doivent-ils vivre ? On s'imagine pas. On n'imagine pas. Vous comprenez le besoin de votre fille de faire un peu comme si tout était normal, avec toutes ces histoires de cadeaux, de courrier? Je le comprends, oui ou non, mais je trouve que c'est bien qu'elle le fasse, c'est bien. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Moi, je ferais certainement différemment, mais bon, vous feriez chacun... comment, vous? Non, je ferais pas les cadeaux, mais bon, c'est une façon de faire quelque chose. De faire quelque chose, oui, c'est difficile. Oui. Comment rester une maman? Comment vous pouvez aider votre grande fille aujourd'hui?
J'ai l'impression que je ne peux pas l'aider, que je ne peux pas faire grand-chose. Juste le soutien? Oui, le soutien. Je la trouve bien courageuse déjà de faire ce qu'elle fait. Puis elle a beaucoup d'énergie. Ben, je souhaite que ça continue quoi. C'est quoi le plan pour les prochains mois? C'est de continuer à se battre en justice, faire bouger les choses, coûte que coûte. Allez les chercher aux Philippines? Ah oui, moi je suis prête. Ma valise est prête depuis 14 mois. Bon. Faut l'ouvrir de temps en temps, faut l'aérer un petit peu. Hein. Tout à fait, exactement. Oui. Je suis prête à partir. Je me suis arrangée avec 2 agences de voyage avec qui j'ai expliqué le problème. Et dans les 24 heures qui suivent, le jour où j'apprends où ils sont, je peux m'arranger pour prendre le prochain vol. Ça, je voudrais 1 billet aller et 5 billets retour, s'il vous plaît. Ça va être un petit peu difficile parce qu'ils sont partis avec des passeports britanniques et je ne pense pas que le papa va me rendre leur passeport comme ça. Et pour leur faire des nouveaux passeports, j'ai pas de photos récentes. Donc j'ai essayé de beaucoup me renseigner auprès des autorités, des SOS Enfants Disparus. Et apparemment, il n'y a pas de solution évidente. Donc une fois sur place, il faudrait aller au consulat le plus proche qui se trouve, s'ils sont bien là où on pense qu'ils sont, à 1000 km pour faire des passeports. Donc, vous êtes organisé pour tous les cas quasiment, hein? Oui. Ouais, oui, c'est une façon de se battre et c'est sans doute la meilleure façon. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Quand est-ce que vous revenez avec vos enfants sur ce plateau? J'espère bientôt. Je souhaite bon courage en tout cas. Si on peut vous soutenir de toutes les manières qui soient, on ne manquera pas de le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, déjà avec votre témoignage dans cette émission, il sera entendu par ceux justement à qui vous voulez visiblement parler, de ceux qui n'en font pas assez. Je crois qu'on n'oublie pas la base, à savoir que les parents sont responsables du bonheur et de la construction de leurs enfants. Il ne faut jamais oublier que quand il y a 2 adultes qui se séparent, les enfants n'ont rien à faire au milieu et qu'il faut faire en sorte de les protéger pour qu'eux puissent s'épanouir. Ça fait partie du boulot des parents. Tout de suite, une nouvelle histoire, l'histoire de Valérie. Alors c'est une toute autre histoire. Valérie a vécu un accouchement pour le moins original. Mais juste avant, un appel à témoins pour une de nos prochaines émissions. Soyez attentifs, il s'agit peut-être de votre histoire. En couple, vous avez une relation virtuelle sur Internet avec une autre personne. Vous avez eu un bébé prématuré. Vous avez toujours eu une préférence pour l'un de vos enfants. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Demain, dans toute une histoire, l'histoire d'Alexandre. Il a 15 ans et n'arrive pas à décrocher d'Internet, qui l'a pourtant mis en danger. Il n'y a pas de limite sur Internet, on ne savait pas non plus ce qui était bien, ce qui était mal. Nous, on était un peu passionnés par tout ce qui était vraiment très gore, alors on trouvait ce qu'on recherchait. Vous verrez également l'histoire de Tatiana, qui est passée à 2 doigts de la mauvaise rencontre en chattant sur le net. Parce que les gens du collège où j'étais, ils ne m'intéressaient pas. J'ai trouvé gamin tout simplement, donc par Internet, j'allais chercher des gens beaucoup plus vieux que moi et pas des sujets que je devais aborder à mon âge. Vincent. Bonjour Florence. Bonjour Vincent. À choisir entre ton chien et ton copain. Ça dépend de l'activité. Ouais, c'est vrai. Ensuite, c'est l'humoriste Florence Foresti qui racontera son histoire face au public. Oui. Le chien. Pour faire un risotto, je dirais mon copain, voilà. Une question un peu plus professionnelle. Ouais. Tu tires ton inspiration. C'est une image. Ça fait peur. Une angoisse cette émission. Découvrons à présent l'histoire de Valérie, l'histoire insolite. Valérie est enceinte pour la 3e fois. Elle est sur le point de mettre au monde un petit Nolan. Elle a l'intention de se rendre à la maternité, mais tout ne se passe pas exactement comme elle l'avait prévu. Loin de là. Le 10 août 2005, un fait divers fait la une de la commune de Damprichard, dans l'est de la France. Valérie, 32 ans, accouche de son 3e enfant dans des conditions insolites. À 17h30, j'ai commencé à avoir un peu mal au ventre. 18h, perdu un peu de sang. À 20h, j'ai commencé à avoir des contractions qui commençaient à être intenses. Donc j'ai dit à mon mari, il faut appeler l'ambulance cette fois, c'est le bon moment. Il est 20h30, le SAMU arrive au domicile de Valérie et décide de la transporter de toute urgence en ambulance chez le médecin de garde. J'ai vu arriver une ambulance, le SAMU avait juste demandé que je l'examine pour estimer si elle avait le temps de descendre ou pas. Et puis bon, en fait, il s'est avéré que le temps est un peu dépassé et que le gamin était sur le point de sortir, quoi. Et oui, la délivrance est imminente, pas le temps de se rendre par la route à la maternité la plus proche. Le SAMU dépêche alors un hélicoptère pour transporter Valérie. Je n'ai pas paniqué. Il y avait des médecins, il y avait même les pompiers. Donc je me dis, ça se fera là, ça se fera là, quoi.
Mais le seul espace suffisamment dégagé pour l'atterrissage de l'hélicoptère est le terrain de foot du village où se déroule un entraînement. L'hélico est annoncé et le petit a décidé de sortir en même temps que l'atterrissage, quoi. Le moment où j'ai paniqué, c'est quand donc Nolan est sorti avec les cordons autour du cou, quoi. Il n'a pas pleuré tout de suite. Alors donc c'est vrai, il était tout bleu, donc c'est assez... j'ai assez paniqué là. Hein. Mais une fois le cordon enlevé, qu'il a crié, c'était fini. Ouais. Bon là déjà c'est un gros soulagement quand le bébé est sorti, que le cordon est coupé et que vous l'entendez hurler. Je veux dire, tout le monde se détend. C'est vrai qu'il y a une tension qui est quand même assez forte. Je veux dire, après, c'est un peu la blague, tout le monde rit. Les gens m'ont dit stade de foot, docteur Barthès, me disait vous allez l'appeler comment, Zidane? Sa naissance a été très particulière, quoi. Hein. Ça a été magique, en fait. Je demande d'accueillir Valérie et Zidane et Nolan. Oh, qu'il est mignon celui-là. Bonjour bébé. Tu veux me voir moi? Tu veux me voir moi? Oui, tu vas me voir l'avion? Quel âge il a ce petit-là? Qui est bien mignon toi comme petit roast-beef. Hop là. Comment ça va mon grand? Où elle est maman? Quelle bonne petite tête de footballeur. La génération des Bleus est sauvée. Nous gagnerons la prochaine Coupe du Monde. Tu seras prêt pour la prochaine Coupe du Monde, chérie? Racontez-nous comment ça s'est passé. Vous avez cru que vous arriverez à la maternité jusqu'au bout, quasiment? Oh oui, je pensais que j'ai appelé l'ambulance qui voulait me descendre à la maternité. Et puis en fin de compte, non, tout le changement de programme en fait. Il fallait aller voir un médecin. Vous avez vécu ça en direct, avec beaucoup de recul? Vous avez compris ce qui se passait ou vous étiez trop prise dans le processus de l'accouchement? Non, j'étais quand même dans le processus de l'accouchement. Hein. C'est vrai que non, je ne me tiendais pas du tout à ces choses-là, quoi. Eh ben, je vous félicite. En tout cas, c'est vrai que beaucoup de mamans se posent la question de savoir si on arrivera à l'heure ou pas à la maternité. Oui, ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à l'heure, le bébé arrivera quand même. J'ai un petit cadeau pour vous. C'est pile sa taille. Alors pour tous ceux qui connaissent le football, vous aurez vu qu'en objectivité, j'ai choisi le maillot du Paris Saint-Germain, qui est l'équipe que je soutiens depuis que j'ai l'âge de Nolan à peu près. Désolé pour tous ceux qui habitent une autre région, on a mal commencé la saison, mais ça va s'arranger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, à demain.